Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Moi, j'ai eu la chance dans la rue de connaître les meilleurs escrocs. D'accord. Les meilleurs artistes qui m'ont beaucoup conseillé. Donc, j'ai fait le choix. Soit tu deviens escroc, ou soit tu deviens sérieux. Et vous? J'ai décidé d'être sérieux. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Samedi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci beaucoup, public de ce midi. Merci pour votre impressionnante participation à cette émission. Selon le ministère des Transports, les accidents de la route constituent la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 30 ans en Afrique. Alors, dans ces conditions, la prévention s'impose et représente un enjeu sociétal majeur. Bienvenue dans C'est Midi Grand Angle. L'incivisme routier a broyé les rêves de Larissa Kwaku et aujourd'hui, elle appelle les Ivoiriens à une prise de conscience. Alors, joignons notre voix à la sienne pour dire stop à l'incivisme sur la route. Et voilà, après le public, c'est maintenant mon équipe qui dit stop à l'incivisme sur la route. Et voilà, l'équipe du mardi est composée aujourd'hui de Jean-Richard Nguessan, que je vous demande d'applaudir très fort. Jean-Richard, bonjour, ça va? On a la pêche. Ah oui, la pêche. Comme d'habitude. Hein. Surtout qu'on parle d'un sujet d'actualité. C'est cela. La pêche aujourd'hui. On risque d'aller au-delà de l'info. Hein. Franchement, il le faut. Il le faut. Et qu'au sortir de cette émission, je vais dire qu'il y a une prise de conscience plus accrue du côté de la population. Absolument. Parce que c'est nous qui utilisons la route et c'est à nous de prendre toutes nos dispositions pour éviter au maximum les accidents. Effectivement, compte tenu qu'il n'y a pas de petits accidents, moi je me rappelle, je me suis faite renverser par un vélo, mais j'avais l'impression de mourir, quoi. Il y a combien de temps de cela? Oh, j'avais, je crois, 10 ans. 10 ans. Oui, mais ça m'a tellement traumatisée. Donc, ça vous dit qu'il n'y a pas de petits accidents. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention sur nos routes. Docteur Philo. Au plaisir. Yes, sir. toujours, Nicolo. Ben, c'est un sujet qui me réjouit. C'est vrai qu'on est là, on dit, il y a ce slogan-là, stop à l'incivisme sur la route. Mais il faut que cette phrase-là vienne du plus profond de nos différents cœurs. C'est très, très important. Il ne faut pas le dire comme ça parce que la situation est très alarmante. Et je voudrais profiter pour saluer le ministère des Transports qui mène cette campagne-là vraiment bien. Et puis, nous en sommes très, très heureux parce qu'elle le disait tout à l'heure, accident de vélo. Mais je veux dire qu'on est tous acteurs de la route. Parce que c'est pas parce que tu as voiture que tu n'es pas acteur. Tu peux être là, puis voiture peut venir te renverser. Ça, c'est clair. Voilà, tu es au volant tu peux être au volant de ta voiture, tu es prudent. Comment un autre chauffeur peut quitter là-bas pour venir te cogner et c'est un accident de circulation et tu es impliqué là-dedans. Donc, c'est la cause de tout le monde. Il faut vraiment qu'on accompagne le ministère parce que vraiment, c'est très, très important. Que tout le monde s'implique, en tout cas, voilà, docteur Philo. Et c'est aussi l'occasion pour nous de dire Yako et exprimer notre compassion à toutes ces familles éplorées. Suite à l'accident qui a eu lieu il y a seulement quelques jours, il y a moins de 48 heures de cela, un accident qui a fait au moins 15 morts entre Boaké et Katiola. Nous saluons toutes les familles endeuillées par cet accident. C'est des choses que nous pouvons éviter avec la discipline, avec certaines dispositions morales, avec bien sûr notre bonne volonté et surtout avec notre concentration, avec la concentration sur la route, nous pouvons éviter des accidents. Nous allons recevoir dans quelques instants une jeune dame du nom de Kwaku Ama Kouman Larissa. Elle est âgée de 29 ans, elle vit à Bingerville, plus précisément au quartier Santé. Merci donc, sous vos ovations, de recevoir le portrait. C'est midi, tous les mardis,
Le grand angle. Une appétence démesurée pour le gain, une manœuvre mal négociée dans la précipitation, suffisant pour clouer la vie de Larissa Kwaku. Bingerville, ce 24 juillet 2019, il est entre 7h45 et 8h du matin, quand Larissa se rend au cours comme d'habitude. Subitement, un minicar, communément appelé Baka, fait une manœuvre brusque pour se retrouver de l'autre côté de la route, où le chauffeur aperçoit des potentiels passagers. Dans une tentative désespérée d'éviter d'entrer en collision avec le Baka, un véhicule particulier, surpris par le mouvement brusque effectué par le conducteur imprudent du minicar, faire un dérapage sur le trottoir. Un raté qui est fatal à Larissa, qu'il cogne par l'arrière. 3 ans après les faits, la jeune fille est contrainte d'arrêter les études, sévèrement réduite dans sa mobilité. Malgré les 5 interventions chirurgicales qu'elle cumule, Larissa reste marquée à vie par cet accident tant physiquement que mentalement. À l'heure où le gouvernement déploie la grosse artillerie pour améliorer la sécurité routière, elle vient sur le plateau de C'est Midi pour joindre sa voix à cet effort de sensibilisation. Caroline Da Silva et son équipe du mardi la reçoivent. C'était la voix d'Espérance Kwaku. Et voilà, Larissa Kwaku va maintenant nous rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Merci infiniment. Elle est étudiante. J'adore. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Vous êtes vraiment gentils de réserver ce bel accueil à Larissa. Larissa, bienvenue. Et nous sommes tellement heureux de vous voir aussi souriante, aussi avenante, pour dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et je parie que vous profitez de chaque instant parce que vous auriez pu partir. Cet accident aurait pu vous voler votre vie. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes là et vous êtes toutes rayonnantes sur le plateau de C'est Midi. Bienvenue. Alors, Larissa, on va vous plonger dans des souvenirs, j'allais dire des souvenirs un peu tristes. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte de cet accident? Merci beaucoup, madame. Je tenais d'abord à dire que depuis mon accident, c'est la toute première fois que j'explique ça publiquement hors des membres de ma famille. Donc, on a en quelque sorte l'exclusivité. Donc, j'étais d'abord une jeune fille pleine de rêves, comme toute jeune fille d'ailleurs, avec des activités que je menais hormis mes études. Donc, je me rendais le 24 juillet, précisément 2019, au cours. Donc, je partais à l'arrêt de bus pour attendre le bus pour aller à l'université. C'est là que l'accident s'est déroulé. C'est-à-dire qu'il y a un chauffeur de Baka, au lieu d'aller jusqu'au feu, retourner pour venir prendre ses clients, il a dû carrément tourner devant le chauffeur, un particulier, qui s'est retrouvé sur le trottoir. Il a perdu le contrôle et il s'est retrouvé sur le trottoir. C'est là que... C'est le chauffeur de Baka qui a perdu le contrôle? Non, le chauffeur... La voiture personnelle. La voiture personnelle. S'est retrouvé sur le trottoir. Moi, je marchais carrément sur le trottoir pour aller à l'arrêt de bus. Donc, c'est là que je me suis retrouvée à terre avec les 2 pieds cassés. À quel moment vous prenez conscience que vous avez les 2 pieds cassés? Est-ce que vous vous réveillez à l'hôpital ou tout de suite non, vous êtes consciente de tout ce qui se passe? Oui, j'étais consciente. Le monsieur est descendu immédiatement de son véhicule. Il est venu vers moi, il m'a demandé « Est-ce que ça va ?» Je dis « Oui, ça va ». Il dit « Est-ce que tu peux parler ?» Je dis « Oui, je peux parler. Tu peux me donner le numéro de quelqu'un ?» Donc, j'ai donné le numéro d'un grand frère qu'il a contacté. D'abord, il a contacté les sapeurs-pompiers. Il a contacté mon grand frère. Il était là avec des étudiants, puisque c'était juste à l'arrêt de bus. Donc, avec des étudiants aussi, qui étaient à mes petits soins. Donc, c'est arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital à 8h, 8h15 par là. C'est à 13h après la radio, on a su que j'avais les 2 pieds cassés. Votre réaction lorsqu'on vous annonce que vous avez les 2 pieds broyés? Ils ne m'ont pas annoncé le mercredi que j'avais les 2 pieds broyés. Dès que le papa est venu, le papa n'est pas à Abidjan, il est à Bandoukou. Votre papa? Oui. Donc j'étais là avec mes grands frères, mes grandes sœurs, et puis quelques oncles. Donc ils ne m'ont pas annoncé là. Je suis restée à 13h. À partir de 19h, Dieu a envoyé un ange qui nous a permis de monter au 9e étage. On veut bien comprendre cette partie.
Voilà. D'accord. Quand vous dites Dieu a envoyé un ange, est-ce que c'est au sens figuré ou c'est véritablement un ange que Dieu a envoyé? Au sens figuré, je crois. Au sens figuré. Oui. Parce que je suis restée aux urgences de 8h jusqu'à 19h. Pourquoi? Aux urgences, c'est là que les sapeurs-pompiers m'ont... Ok. À cause de la gravité de l'accident. Je suis restée aux urgences. Donc, aux urgences de 8h à 13h, ils m'ont mis d'abord des antidouleurs. Donc, de 8h à 13h, c'est à 13h que mes confrères sont venus voir est-ce qu'on doit aller faire radio, tout ça. Et puis, bon, là, je ne maîtrise pas trop ça. C'est les grands frères qui maîtrisent cette partie. Ils sont allés me faire une radio. Ils m'ont ramené aux urgences. Donc, à 19h, le monsieur venait voir un patient, l'un de ses parents qui était aux urgences. Donc, c'est là qu'il a croisé mon grand frère dans les allées. Et puis, il a demandé à mon grand frère, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, mon grand frère lui a expliqué. Donc, il est retourné aux urgences, dit, elle, c'est mon cas, emmené là. Oh, un monsieur de bonne volonté. Emmené là au 9e, avec un traumato. C'est comme ça que je me suis retrouvée à 20h, 21h par là, en traumato. Parce que la situation aurait pu s'empirer si la prise en charge médicale n'était pas faite à temps. Voilà. Alors, on va marquer juste une pause parce que le monsieur qui est là, affublé d'une tenue que je ne saurais décrire, a également son mot à dire. Peut-être qu'il détendra un tout petit peu l'atmosphère, qui sait. Docteur Philo, pour vous. C'est du Docteur Philo. Mais déjà, notre invité a déjà détendu l'atmosphère quand, malgré qu'elle explique cette situation difficile, qu'elle est en train de l'expliquer, elle a le sourire aux lèvres, c'est pour dire qu'elle est heureuse d'être en vie, c'est le plus important. Et comme ça, il y a certaines personnes qui suivent l'émission, comme ça peut réconforter ces personnes-là. Parce que vous êtes en train de porter un message, c'est très important. Il y a des personnes qui sont dans cette situation, vous êtes en train de leur donner le goût à la vie, vous êtes en train de leur donner de l'espoir. Et c'est le plus important sur cette terre. Je lui ai dit que cette histoire d'incivisme, on en parle, mais il faut que chacun ait quand même prenne conscience de la chose. Le gouvernement ne va pas prendre la psychote derrière chacun. Ce n'est pas un policier qui va, quand tu vas monter dans ta voiture, qui va aller te mettre la ceinture de sécurité. Il faut que chacun prenne conscience de la chose. C'est le plus important. Et puis, il faut prier avant de sortir. Le civisme, il faut avoir le civisme spirituel également. Il faut prier, parce que je le dis, chacun de nous est acteur de la route. Vous êtes en train de marcher sur le trottoir, vous n'êtes pas dans un véhicule, voilà ce qui vous est arrivé. Il y a des gens qui sont parfois même couchés dans leur maison, ils ne sortent pas. Voiture, ça va les trouver là-bas. Moi-même, j'ai été victime, je le dis, c'est un témoignage. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux, le 21 janvier dernier, mon propre neveu, en moto, voilà un véhicule passe devant lui, percute, il a perdu la vie. Dans mes propres mains, je suis d'engrais. Ça vous dit que chacun de nous perd quelqu'un, ou a perdu quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Donc on est tous concernés par cette situation. Et ce que je veux dire, c'est que chacun prenne conscience, c'est le plus important. On ne va pas les baka, on le dit chaque fois, baka, woro, woro, baka, woro, woro. Vraiment, pardonnez, je vous en prie, si je peux me mettre en genoux, pardonnez, pensez aux vies, les vies des personnes, les personnes que vous transportez. Ces personnes-là ont des enfants. Et parfois même, ces enfants-là, c'est par rapport à la situation de leurs parents, de ce que les parents... Lui perd la vie. L'enfant va vivre comment? Il faut penser à tout cela. Il faut penser à tout cela. Et donc, ça pour vous dire que vraiment, il faut avoir le bon réflexe, il faut penser aux vies. C'est très important. Et je le disais au micro, je dis, souvent, il y a l'incivisme conjugal aussi qui se retrouve sur la route. Quelqu'un qui passe tout son temps en train de tromper sa femme, il va toujours jamais respecter les règles, les codes de la parole. Tout est là-bas. Si à la maison, pardon, quel est le lien? Parce que, franchement, si Docteur Philo n'avait pas déraillé, ça m'aurait vraiment étonné. Parce que je m'attendais... Je me disais que, mais franchement, c'est une chronique assez sérieuse. Et ses dires sont tellement cohérents. Il a de la suite dans les idées, tout ça. Mais force, non, il fallait qu'il y ait sorti de route, absolument. Absolument.
Non, mais je veux dire, c'est... Parfois, quand vous êtes dans le sujet, vous êtes... Il y a certaines choses que moi, je vois, vous ne voyez pas. Non, franchement, ça... Il y a des choses que vous ne voyez pas. On en est convaincu, là. Parce que parfois, quand vous voyez certaines personnes en train de conduire sur la route, tu dis certainement qu'il a un souci à la maison, en fait. Oui, Voilà, mais... il a certainement un souci à la maison. Donc, parfois, il prend sur tes services conjugal, marital, excusez-moi, à la maison, et puis transporter sur la route. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, hein, parce que quand on n'est pas libre dans la tête, beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. Voilà. Une femme qui est au volant de sa voiture, en train de communiquer, madame, c'est toi mon mari ou bien. C'est pas si tu sois des maris, mais c'est des gens qui sont sur la route. Donc, avis aux donneurs et aux donneuses de goumins. Voilà. Arrêtez de donner des goumins à vos conjoints, surtout quand ils prennent régulièrement le volant. Voilà, Docteur Philo, la nation ivoirienne vous remercie. Au plaisir. Oui, Jean-Richard. Dans son intervention, a évoqué les Gbaka. Et pour revenir un peu sur la date du 24 juillet, elle a évoqué également les Gbaka. Loin de moi de discréditer ce code d'activité, mais par moments, ils sont souvent impliqués dans bon nombre d'accidents, même lorsqu'ils ne sont pas des acteurs. Donc, à ce propos, moi, je souhaiterais qu'elle nous éclaircisse un tant soit peu sur l'implication de ce Gbaka dans la journée du 24 juillet. C'est le Gbaka qui a provoqué l'accident, parce que le monsieur sortait de Bégerville. Donc, il sortait de Bégerville, le Gbaka a carrément tourné devant le monsieur. C'est que le feu était à quelques mètres. Au lieu d'arriver au feu pour tourner, il a vu des clients de l'autre côté ici de la route. Donc, il a voulu tourner là pour revenir prendre ses clients. C'est comme ça que le monsieur s'est retrouvé sur le trottoir. Il a perdu le contrôle de son véhicule et il s'est retrouvé sur le trottoir. Est-ce que le chauffeur de Gbaka s'est arrêté? Non. Il ne s'est pas arrêté? Non. Il a continué son chemin. Oui. Et je me dis peut-être qu'il n'a même pas vu ce qui s'est passé derrière parce qu'il a tourné et puis il est parti. Donc tout ce qui s'est passé derrière, je ne crois pas qu'il... Et vous, quels ont été ou quels sont vos rapports avec le chauffeur en question? Alors, le chauffeur en question, je l'ai vu le premier jour, c'est le mercredi. Après ça, je ne l'ai plus vu. On a vu que sa grande soeur 2 fois et puis ça s'est arrêté là. Mais comment a été faite donc la prise en charge médicale? C'est mon papa qui a tout géré ça. Le monsieur est venu le mercredi, je crois qu'il a donné une somme. Là, je ne sais pas, je ne connais pas le montant. Vous n'avez pas une idée du montant? Non, c'est mon grand frère qui a une idée de ce montant. Et puis, il est parti. Le reste, tous les 5 opérations, c'est le vieux qui a géré. Donc, vous n'avez pas bénéficié de l'apport de l'assurance, tout cela? L'assurance, ils ont dit qu'il faut une guérison totale avant de poursuivre l'assurance. Donc, comme je ne suis pas encore guérie totalement, donc on ne peut pas poursuivre l'assurance pour le moment. Oh, bon, visiblement, il y a un problème au niveau des pieds. Oui, au niveau du pied droit. C'est-à-dire que le pied droit. Tibia, oui. Le tibia n'est pas encore consolidé. Et qu'est-ce qu'il faut? Que disent les médecins? Le médecin traitant dit qu'il faut une autre opération. Mais vu qu'on a fait 3 opérations sur le même pied, le vieux est fatigué financièrement. Et moi-même, je suis fatiguée parce que 5 opérations et à tout moment, on revient sur les mêmes choses. Vraiment. Donc, on a demandé au médecin, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Il a dit non. Donc il faut absolument passer par l'opération. Et ça peut se faire ici? Oui, ça peut se faire en Côte d'Ivoire? Oui, ça peut se faire en Côte d'Ivoire. Pour que vous retrouviez totalement la mobilité de vos jambes? Oui, c'est ce que le médecin a dit. Vous avez une idée du coût? Non. De l'opération? Non. Coûteux? Qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Si, parce que l'opération qu'il veut faire, c'est comme si c'était la première opération qu'il avait faite le jour de mon accident. Le jour de mon accident, l'accident s'est passé le mercredi. C'est le vendredi que j'ai été opérée dans une clinique parce qu'au CHU, il y avait un problème avec le bloc. Donc, comme ça tardait un peu, donc nous sommes passés dans une clinique. Donc, c'est la première opération, il avait mis des fers, c'était que pour soutenir les os. Donc, ça n'a pas pris. Ils ont fait une autre opération où il a mis du ciment biologique. Après le ciment biologique, il a fait une 3e opération où il a fait une greffe osseuse. Donc, après la greffe osseuse, il a mis des fixateurs externes. Après ça, je fais 3 mois avec les fixateurs externes, 4 mois avec une plate. On enlève la plate, on trouve que le pied n'a pas, c'est que le pied n'a rien fait. C'est comme si je venais de faire l'accident. Donc, il veut reprendre l'opération avec une greffe osseuse et un fer aussi à l'intérieur. Donc, on se demande maintenant, est-ce qu'on ne va pas revenir au point de départ? Est-ce qu'après tout ça, là, ça va prendre ou ça ne va pas prendre? Donc, c'est l'inquiétude qui est là. Donc, on a décidé d'aller voir un tradipraticien qui m'a aidé. En quittant l'hôpital, je ne pouvais même pas m'arrêter sur le pied. C'est-à-dire que le pied bougeait carrément comme s'il y avait une articulation là. Donc, nous sommes partis voir un tradipraticien. Nous avons fait
4 mois là-bas. C'est de là-bas que j'ai pu m'arrêter déjà, au moins sur le pied, ça va. Et que c'est pas consolidé, mais le tout n'est pas grand comme avant. Mais je veux dire que ça ne vous empêche pas de continuer quand même le traitement à l'hôpital. C'est-à-dire si vous avez aujourd'hui les moyens, si vos parents ont les moyens, ils opteront également pour le choix de la médecine. Oui. D'accord. Alors, votre vie, qu'est-elle devenue après cet accident? Après l'accident, je suis pratiquement restée à la maison parce que j'ai eu une peur de la route, au fait, sortir sur la route. Vous étiez traumatisée? Voilà. Vous avez eu à échanger avec un psychologue? Non. Non. Donc, je suis à la maison. Dieu merci, je croisais une bonne dame avec qui je travaillais avant, qui m'a formée dans le métier de vente en ligne. Donc, actuellement, je me débrouille à la maison avec quelques articles locaux. Donc, c'est ce que Ah ben c'est très bien. Demain, c'est le 8 mars. C'est le 8 mars, demain. Nous allons célébrer les droits de la femme et également toutes ces femmes travailleuses, ces femmes dégourdies. Et c'est un signal que vous envoyez. C'est une, on va dire, au-delà de la sensibilisation de l'incivisme sur la route, vous êtes en train de nous dire également qu'on peut se retrouver du jour au lendemain handicapés, mais ça ne doit pas nous empêcher de vaquer à nos occupations. Est-ce qu'au niveau des études, vous avez pu poursuivre vos études? Quand je suis revenue du village, j'ai voulu poursuivre, mais malheureusement, le trajet du portail de l'université jusqu'à ma faculté me fatigue, donc j'ai dû arrêter. À ce niveau-là, il y a un souci. Vous vous êtes arrêté à quel niveau? Je devrais faire Master 1. En quoi? Géographie. En géographie. D'accord. Bah, nous, on espère bien qu'au sortir de cette émission, des solutions adéquates seront trouvées, non seulement pour votre santé, mais également pour vous permettre de poursuivre de façon normale vos études. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé. Le Publiscope, c'est l'affaire de Carole Kwasi. Tout à fait. Alors, pour le Publiscope, toujours dans la veine de la sensibilisation et en prélude du 8 mars, demain, nous avons demandé à des dames d'adresser un message de sensibilisation face aux accidents routiers. On y va. Publiscope avec Carole Kwasi. Mais, madame, il y a quoi? Hein? C'est quoi ça là? Vous voyez pas clair ou bien? Hein? Avec tout ce qui est en train de se dire en ce moment-là, vous roulez comme ça. Je regarde à gauche, à droite, vous venez vous mettez sur la route. En plus, vous êtes au téléphone. Hein? Mais raccrochez-moi ça. C'est quoi ça? On peut être imprudent comme ça. On va vous retirer votre permis, vous allez voir. C'est quoi ces manières-là? Oh! N'importe quoi. Adresser un message de sensibilisation face aux accidents de la route. C'est l'exercice du jour. Mes enfants conducteurs, faites attention sur la route. Si vous avez bu, ne conduisez pas. Attendez d'abord tout ça. Soyez prudents, évitez les accidents parce que ça gâche beaucoup de vies. Le fait aussi de ne pas être patient sur la route, de ne pas être courtois, ça entraîne des accidents parce que tu es en train de conduire et tu vois quelqu'un parce qu'il n'est pas patient. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a devant. Peut-être qu'il y a un blocage devant, mais lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est comment aller vite. Et ça, franchement, je pense que ça crée des accidents et c'est vraiment sensibiliser tout le monde. Je me leur dis de faire très attention quand ils conduisent et puis surtout aux enfants. Respectons le code de la route et soyons prudents, car la vie est précieuse. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole Kwasi. Merci infiniment pour ce Publiscope. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, très chers téléspectateurs, que nous avons été rejoints par une autre invitée. Elle, c'est Madame Fofana Askia Fatou. Elle est conseillère auprès du ministère des Transports. Fatou, bienvenue sur notre plateau. Alors, Fatou, en tant que conseillère, enfin, je suppose que vous donnez des conseils au ministre, mais ça répond à quoi exactement? C'est quoi les tâches assignées à votre poste? Je ne m'attendais pas à cette question. Mais non. Je suis ici pour parler plutôt de sensibilisation à la sécurité routière
Et vous me faites parler du descriptif de mes tâches professionnelles. Oui, bien sûr, on a besoin de savoir. Alors, à la base, je suis communicante. C'est mon métier à la base, c'est ma profession. Donc, du fait que j'ai été formée au métier de la communication, je viens en appui à toutes les actions de la communication du ministère, en appui à la direction de la communication qui existe déjà. C'est cela. Donc à la communication du ministère au sens large, et puis il y a la communication politique du ministre en particulier. C'est très bien. En tout cas, on est content, on est heureux, parce que généralement on dit le ministère des Transports et tout ce qui concerne le transport, c'est une affaire d'hommes, mais qu'on ait de plus en plus de femmes qui arrivent à donner leur point de vue sur la question, c'est important. Et on est très fiers de vous. Et moi, je connais un peu votre parcours, donc je sais de quoi vous êtes capable. Bon, Fatou ne veut pas qu'on en parle, mais alors Fatou, ce que j'aimerais savoir, vous avez écouté le témoignage de la jeune dame, de Larissa. Qu'est-ce qu'il provoque en vous? Alors Caroline, derrière ce costume se trouve un être humain, donc c'est clair. J'ai des réactions, enfin j'ai des sentiments d'être humain normalement constitués, donc beaucoup d'émotions, c'est sûr, beaucoup d'admiration aussi face à la résilience de cette jeune fille souriante, belle, qui sourit à la vie, qui a envie d'aller de l'avant. Mais quand même, j'emprunte des mots au ministre des Transports, Amadou Koné, qui s'il était sur le plateau, j'en suis sûre, dirait quand même qu'il est choqué. Il est choqué, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, il est choqué de voir certains comportements, de réaliser que malgré tout ce qui est fait, malgré la sensibilisation accrue, certaines personnes ne semblent pas avoir pris la mesure du danger de leur comportement par rapport aux résultats des accidents. Ils n'ont pas fait le lien entre les comportements, donc l'incivisme, et ce que ça induit comme résultat. Donc je suis choquée aussi. Est-ce que dans la campagne de sensibilisation qui a cours, il y a une implication également des psychologues? Parce que je vais dire que c'est certainement le comportement que les usagers ont aujourd'hui sur la route est peut-être la résultante d'un problème, d'un traumatisme ou je ne sais quoi, mais c'est peut-être lié à quelque chose. Si je peux me permettre, Caroline, sans avoir besoin d'avoir recours à un psychologue, j'ai envie de dire, de manière générale, il ne s'agit pas des Ivoiriens, des Africains, il s'agit de l'être humain. De façon générale, on a tendance à prendre beaucoup de choses à la légère. Et c'est pour ça qu'on en arrive à créer la peur du gendarme. C'est dommage, mais on a l'impression que la peur du gendarme, il y a même un adage qui le dit, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que les gens savent plutôt que leurs comportements peuvent être punis, ils se mettent en règle, ils s'interpellent. Donc, j'ai perdu le fil. En fait, moi, j'ai été plutôt attirée par l'adage, en fait, parce que je connais bien le verset qui dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, mais je ne savais pas que dans l'autre sens, ça marchait également. Absolument. La peur du gendarme est le commencement de la sagesse. De la sagesse, absolument. Ouais. On le voit depuis qu'il y a la vidéo-verbalisation. Donc la vidéo-verbalisation qui est un dispositif, tout comme la Semaine nationale de la sécurité routière qu'on a instaurée, un dispositif qui fait partie de la stratégie nationale de sécurité routière. On le voit, il y a un impact sur les mentalités, il y a un impact, qu'on le veuille ou pas. Et vous savez, dans tout processus, dans toute conduite de changement, il y a des étapes. Je veux dire, au début, les gens seront sidérés, les gens seront choqués, parfois révoltés, en colère, et c'est humain. Et petit à petit, il y aura une autre étape de marchandage, de négociation. On a entendu des gens dire il faudrait que le gouvernement revoie leurs décisions, ça ne nous arrange pas. Ça ne vous arrange pas par rapport à quoi? C'est fait pour que ce soit à la fin de la journée pour votre bien. Non, allez-y. On ne m'entend pas bien. Voilà, donc je disais que ça faisait partie du processus humain, en fait, du cerveau humain d'intégration du changement. Donc après la négociation, le marchandage, vient l'acceptation. On n'a pas le choix, on accepte. Et puis le niveau suprême après l'acceptation, c'est quand on s'engage. Vous savez, on a vu donc des conducteurs récalcitrants, des transporteurs même récalcitrants, qui aujourd'hui s'engagent auprès de nous pour faire le relais de la sensibilisation.
C'est formidable. C'est super, c'est encore l'occasion pour nous. On n'en rajoute pas, on n'en fait pas trop. Mais de féliciter le ministre des Transports, M. Amadou Koné, parce que ce sont des innovations et des innovations qui s'alignent. Et également, on a des résultats. Parce que quand moi, je prends, par exemple, le bilan des usagers tués, on va dire en 2020, on est à 1507 personnes tuées. Et en 2021, 1614. En 2022, je crois qu'on est... 1051. En 2022, je vois 369. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact. Vous êtes perdu dans le camembert. Voilà. C'est selon mes recherches, hein, je vous les montre ici. Voilà. Donc ici, usagers 369. Il s'agit d'Abidjan. Ah, il s'agit ici d'Abidjan. D'accord. Je peux vous parler des statistiques plus ou moins sur la Côte d'Ivoire. OK. Donc en gros, c'est justement là le cas de dire que la stratégie... Fatou, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que franchement, vous nous mettez... C'est vrai, parce que le ton, il est tellement bas. C'est une émission. C'est vrai, le sujet, il est vraiment sérieux. Mais le ton, il est tellement bas qu'il va finir... enfin, je ne veux pas dire le mot, mais... Je vais parler plus fort. Je disais que c'était le cas de le dire. Les efforts. La stratégie nationale de sécurité routière donc, qui a été initiée par le gouvernement en 2021, avec pour objectif donc, de diminuer le nombre de tués de 25% à l'horizon 2025 et de 50% à l'horizon 2030. C'est une stratégie qui fonctionne, qui a l'air de fonctionner, en tout cas qui donne des résultats, qui nous donnent envie de continuer. Donc, pour exemple, en 2022, il y a eu, donc, sur les territoires ivoiriens, c'est des sources de Lozère, à peu près 1051 tués. Mais en comparant à l'année qui a précédé, 2021, donc l'année d'avant, on était à 1614 à peu près, voilà. Donc vous voyez un petit peu, en un an, on a à peu près 500 vies de sauvées. C'est vrai qu'il y a eu une nette amélioration, mais une seule vie tuée sur la route, c'est déjà de trop. Absolument. Voilà, c'est déjà de trop. On va prier et on va faire des efforts pour qu'on se retrouve à 0 accident sur la route. Ça paraît peut-être très ambitieux. Impossible, ambitieux, comme tu le dis, illusoire. Mais si nous consentons tous nos efforts, nous y arriverons. Fatou, l'émission n'est pas terminée. Peut-être qu'à la deuxième partie, on aura un peu plus de tonus dans la voix de Fatou pour nous expliquer les choses parce qu'elle est très éloquente. On donne un peu de café noir. Non, pas de café noir sur celui-là. C'est l'heure de la pub. À tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hey, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Ce jour-là, les gars, je ne souhaite à personne de faire un accident. Personne. Personne. Donc quand on vous parle, écoutez, écoutez. Ce jour-là, on revenait de Yamoussoukro pour la campagne de notre légende Didier Drogba. À un moment donné, on a garé dans un petit village là pour prendre des fruits, des légumes et tout. Mais on avait également du pain dans la voiture que nous partageâmes avec les populations. L'ambiance était bien tranquille, on a causé les mamans au taquiné, tranquille. On a repris le chemin pour Abidjan. Moi, je me suis endormi. Je vous rappelle que je n'étais pas le chauffeur. Un moment, il entend un bruit même de, c'est pas la guerre ou bien de quoi. Ce jour-là, si je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité, moi, Kérosène, je ne serais plus de ce monde. On m'a expliqué après que le chauffeur du remorque avait coupé les freins parce que nous étions dans un embouteillage. Donc le chauffeur avait coupé les freins, il a foncé sur nous directement. Vous avez bien vu les images.
Les 2 voitures ont été endommagées, irrécupérables. Mais ce jour-là, si on n'avait pas mis nos ceintures de sécurité, c'était fini. Les gars, mettez vos ceintures de sécurité. C'est obligatoire. Que tu sois assis devant, derrière ou à côté, mets ta ceinture de sécurité. Que ce soit un long trajet, un court trajet, mets ta ceinture de sécurité. C'est très important. Même quand la voiture roule à 20 km/h, si tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité, quand il y a un choc, tu peux mourir. Tu peux mourir. Je dis bien 20 km/h, je n'ai pas dit 50 000, 100, 20. Tu peux douf. Donc, mettez vos ceintures de sécurité. Stop à l'incivisme sur la route. Et voilà, à la suite donc du témoignage de Larissa, qui a fait un accident le 24 juillet 2019. Nous avons reçu et nous recevons toujours Fatou Fofana Askia, conseillère auprès du ministre des Transports sur le plateau de ce midi. Alors Fatou, nous avons bien constaté qu'il y a une vaste campagne de sensibilisation qui est en marche pour dire stop à l'incivisme sur la route. Alors est-ce que vous pouvez nous en donner quelques précisions? Absolument, Caroline. Donc depuis le mois de février, on a instauré ces semaines-là qu'on appelle Semaine nationale de la sécurité routière, qui ne concerne pas qu'Abidjan, mais toute l'étendue du territoire. Donc, tous les mois, depuis le mois de février et ce jusqu'à janvier 2024, du 3 au 10 de chaque mois, il y aura donc ces semaines-là dédiées à la sécurité routière. Des semaines au cours desquelles on va faire beaucoup de sensibilisation, mais pas que. On sera obligé de faire de la répression également. J'ai parlé de tout à l'heure de la peur du gendarme. Donc malheureusement, on va en arriver à ça. En ce moment même où je suis là, donc la deuxième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a commencé le 3. Donc, et il y a des équipes du ministère des Transports qui en ce moment sont, si je ne me trompe pas, à Yamoussoukro. Donc hier à Katiola, aujourd'hui Yamoussoukro, ensuite Daloa, Adzopé, et voilà, tout le long de la semaine jusqu'au 10. Voilà. Les nouvelles mesures ont-elles été acceptées ou sont-elles acceptées? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile pour qui? Est-ce que c'est facile? Non seulement pour vous, mais également pour les usagers. Nous faisons notre travail, donc oui, c'est facile, on le fait parce qu'on a compris le bien fondé et l'utilité de ces journées-là. Donc les populations, comme je vous l'ai dit au début, forcément, il y a de la grogne, ils se sentent... Ils ont l'impression, comme on dit, terre à terre, qu'on est sur eux. J'ai entendu cette expression-là. Et puis, petit à petit, quand je vois donc les réflexes qui commencent à changer, je me dis qu'on est sur la bonne voie. J'ai entendu quelqu'un, même quand j'étais à l'écoute ici à la RTI, me faire la confidence que quand il rentrait dans la voiture, il avait peur de prendre son téléphone. Je crois qu'il le met dans la boîte à gants. Je me dis, mais très bien. Petit à petit, en fait, ces journées-là, elle vise en fait à créer un changement mental en fait. Petit à petit, après les réflexes, ça sera carrément des automatismes. C'est clair. Voilà. Et hier, dans l'émission d'hier, on a reçu Marine, la journaliste Marine Cognan, qui disait, voilà, aujourd'hui, on a même peur de passer au feu orange. Dès que le feu est orange, on attend d'abord qu'il soit rouge avant de bouger. Et voilà, donc ce sont des habitudes qui s'installent au fur et à mesure, comme vous l'avez dit. Alors, Larissa, ça va? Vous gardez toujours le sourire? On a une petite surprise pour vous. On peut y aller? D'accord, je vais vous demander de regarder dans cette direction. Je te souhaite un propre rétablissement et demandant au Seigneur de te guérir complètement. Tu es une fille forte et courageuse car ce n'est pas une première pour toi. Tu as su toujours braver les difficultés devant toi et tu le feras encore cette fois car je sais que tu es courageuse. Reste forte et confiante et sache que tu retrouveras l'usage de tes membres. Tu es toujours une personne joviale qui taquine tout le monde. Reste ainsi, ne change pas et courage à toi. Je t'aime très fort, ma petite sœur. Et voilà, c'était donc Kwaku Kwame Samuel, votre frère aîné. Il a réussi à vous faire couler des larmes. C'est des larmes de quoi? Des larmes de joie ou des larmes de tristesse? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit maintenant? Non, des larmes de joie parce que je suis très contente. Depuis le début,
tous mes frères et sœurs sont toujours à mes côtés. Et ça, c'est très important. Ils étaient là dès l'instant de l'accident, ils étaient là. Jusqu'à présent, ils sont toujours là, ils prennent toujours de mes nouvelles, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour que je sois toujours heureuse. Donc ça me fait vraiment... Je suis contente. J'imagine. Vous avez beaucoup de chance. Et on dit merci à votre famille parce que ce n'est pas toujours évident. Être malade, être victime d'un accident grave et avoir toujours sa famille autour de soi, c'est un grand réconfort et ça participe également au processus de guérison parce que ça peut vous permettre de retrouver la force, de vous relever, d'avoir le courage, de retrouver véritablement goût à la vie. Et voilà, donc on a la confirmation avec cette vidéo, donc raison pour laquelle vous avez été très très émus. Et nous également, nous le sommes. Alors, Fatou... À ce niveau, il faut préciser qu'il y a plusieurs messages d'encouragement. Allez-y. Ouais, sur le QR code. Et puis, il y a Naomi qui a une question. Courage, mademoiselle. Avez-vous réussi à pardonner aux responsables de l'accident? Oui, parce que je me dis, c'est ce que Dieu a voulu. Donc, je ne suis pas morte. Après moi, il y a eu des connaissances qui ont perdu la vie lors des accidents. Donc, je remercie toujours Dieu pour la deuxième chance qu'il me donne. Et cette chance-là, je vais bien la saisir. Oula! Bravo! Magnifique! Conclusion. Eh bien, si on devait s'arrêter là pour ce témoignage, je dirais que c'est la conclusion. J'ai failli le dire en anglais, mais comme j'ai su que vous n'alliez pas bien comprendre, je vais le dire en français. C'est la conclusion. Et voilà. Alors, on va changer de cadence. Demain, c'est la journée internationale de la femme et Mohamed Lamine Sanogo n'a pas voulu passer à côté de cet événement. Il nous a réservé un petit truc. Momo, on te retrouve tout de suite. Alors, ok. Non, vas-y, vas-y. Je pense pas qu'il y a un générique ou un jingle. Bonjour, j'aimerais encore qu'on applaudisse Larissa Kwaku. Je veux d'emblée commencer avec un poème de l'écrivain ivoirien Moïse Lekpaï. Voilà, il est long, mais on va faire court. D'accord. Il commence par « Élégie pour une mère africaine. Aimée à jamais sur les genoux, poser ma tête. Tes genoux qui supportèrent toutes les souffrances de femmes braves, femmes paysannes, c'est pour la vie. Toi que j'écris, femme africaine. » Il l'a fait pour honorer sa défunte mère. Et j'estime qu'on a beaucoup de femmes dans l'audience. Et vous êtes là, Larissa Kwaku, vous êtes un symbole de patience, de persévérance. J'aimerais vous rendre hommage et surtout pour la fête de demain. Merci beaucoup. Mohamed Lamine Sanogo, est-ce que je peux entendre les femmes qui sont dans ce studio? Est-ce que je peux les entendre? Mais pourquoi les femmes d'ici sont chocs et puis celles de droite ne le sont pas? Provoqué. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette belle ambiance. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission avec cette fois-ci la chronique de Jean-Richard Nguessan. Au-delà de l'info, en Côte d'Ivoire, les AVC sont fréquents et constituent la deuxième cause de mortalité. On en parle tout de suite avec vous. On vous retrouve juste après ceci. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessan. En Côte d'Ivoire, une étude qui a été faite en 2016 qui avait retrouvé 15 000 cas d'AVC par an. Et de ces 15 000 cas, on notait 10 000 décès. L'AVC est le premier motif d'hospitalisation dans nos services de neurologie en Côte d'Ivoire. L'AVC est la deuxième cause de mortalité dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est un problème majeur de santé publique. Le régime alimentaire actuel serait un facteur de risque. Valérie Rollint est nutritionniste et diplômée de l'Institut français Paul Bocuse, l'élite des formations en restauration et en art culinaire. Dans le contexte moderne où nous sommes, les plats comme le riz et la sauce graine ne sont pas adaptés parce que ça met 4, 5 à 6 heures pour digérer. Avant, au village, quand on mangeait la sauce graine et le riz, on marchait pour aller au champ, donc on ne marche plus, on est dans les embouteillages. On prend un mets très simple, le garba. Le poisson est salé et puis on va rajouter le sel sur la tchéké. Ou parfois, on va rajouter un cube chimique. Ok? On va demander au garbaman de rajouter l'huile ou le thon à griller, peut-être parfois depuis 4h, 5h du matin.
et puis on ne sait pas quand il a changé son huile. Donc il y a tous ces résidus d'huile-là qu'on met dessus. Pourquoi? Parce que la tchéké est sec. Donc pour nos jeunes, c'est terrible, ce geste banal. Il faut éviter les aliments trop sucrés, trop salés et les aliments contenant beaucoup de graisse. Parce que ces trois éléments-là vont constituer des plaques de graisse qui vont se fixer dans les vaisseaux, dans les artères et entraîner les AVC. Alors que les recommandations se multiplient, les avis sont partagés au sein de la population. Les gens ont mangé avant, ils n'ont pas eu tout ça. Hein? C'est comme mettre dans la sauce qui veut, comme on les cuit, on consomme. Sinon la graine, ça se mangeait. Aujourd'hui même les gens disent que le gombo donne quoi là, maladie coco. Mais nos parents ont mangé ça, ils n'ont pas eu. C'est quelques-uns qui ont eu ça. Mais c'est dû à autre chose, mais pas ça. La sauce arachide, c'est ma sauce préférée, mais en fait, je fais une remarque où vraiment c'est une sauce qui me fatigue. Donc du coup, c'est pas trop dans mes habitudes. La sauce graine aussi pareil. Voilà, donc je fais très attention. Je ne suis pas d'accord, parce que la sauce graine ne crée pas de l'AVC. Mais les gens meurent, enfin, il y a plein de gens qui meurent avant 30 ans, il y a plein de gens qui meurent avant 40 ans. C'est pas le pauvre sorcier du village, hein, c'est l'alimentation, c'est pas autre chose. C'est génial la sauce graine, oui, mais c'est un passeport pour le cimetière plutôt que les autres. L'AVC peut survenir à tout âge. De nos jours, les sujets jeunes commencent aussi à faire des AVC et cela est dû à l'alimentation, au stress. Selon l'Organisation mondiale de la santé en 2030, environ 23 millions de personnes mourront dans le monde de maladies vasculaires cérébrales. Dans votre entourage, il y a une personne qui a un signe comme une paralysie d'un côté de la parole, qui a comme s'il avait un vertige mais qui est brutal. Ces différents symptômes devaient l'interpeller et envoyer le malade urgemment à l'hôpital. Ce qu'il faut ajouter juste après ce reportage, c'est que l'AVC constitue aujourd'hui une urgence médicale en Côte d'Ivoire. C'est un véritable problème de santé publique. L'AVC touche 15 000 personnes par an en Côte d'Ivoire. Et sur ces 15 000 personnes, 10 000 en meurent chaque année. C'est le premier motif d'hospitalisation au service de neurologie. Et toutes les 4 secondes dans le monde, une personne meurt d'AVC. Et comme vous l'avez vu dans le reportage, nos différentes sauces traditionnelles, nos habitudes alimentaires sont des facteurs de risque. Nous interpellons d'autres à la suite des médecins sur la sauce graine, sur la sauce arachide et sur nos habitudes alimentaires. Merci beaucoup, Jean-Richard. On est allé au-delà de l'information avec vous et je profite donc de ce moment pour saluer l'association Nyondi et l'association des chantres chrétiens Oué, ACC. Merci de votre présence. Responsable chantre Samuel et Madame Dao Natacha. L'événement, une campagne d'évangélisation suivie de dons en vivres et non-vivres dans la région du Guémon, plus précisément à Bangolo, Guiglo et Diokwe pour le 9 mai 2023. Il y a également avec nous dans ce studio l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, ISFM, dont le responsable est M. Nguessan Yao Jérémy. L'Institut Saint-Jacques de Cocody est là, responsable Agneba Joël. Très rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Fatou, un message à l'endroit des jeunes et des femmes. Oui, Caroline, allez-y. Oui, alors, merci. Je ne terminerai pas cette émission sans passer un message qui me tient vraiment à cœur à l'endroit des jeunes. Donc, beaucoup de jeunes te suivent, Caroline. J'aimerais leur dire qu'ils savent très bien que cette année a été décrétée par le président Alassane Ouattara, année de la jeunesse. Alors la mission que je leur confie, que ma modeste personne, donc au nom du ministère des Transports leur confie, c'est de prendre à cœur ce sujet, la sécurité routière, de le prendre à cœur et d'influencer utile. Être influenceur, qui est un terme très à la mode, mais là pour le coup, c'est influencer pour un sujet d'intérêt vraiment national, d'intérêt général. Autour d'eux, qui ne craignent pas d'être ringards en recommandant autour d'eux le port de la ceinture, même à l'arrière. On l'a vu tout à l'heure avec la vidéo de Kérosène. Et je profite pour remercier donc tous les influenceurs qui se sont unis à nous, qui ont uni leur voix aux efforts du ministère des Transports pour transmettre ce même message-là de l'importance du respect de la sécurité routière. Et aux femmes, puisque demain, c'est la journée internationale des droits de la femme,
en tant que grande féministe, mais dans le sens amélioratif du terme. Dans le sens amélioratif du terme. Je suis féministe, mais pas dans le sens de se mesurer à un homme ou d'être un homme. Je suis très bien dans ma peau de femme. Et je confie aux femmes qui nous regardent la mission de se faire aussi influenceuses auprès de leurs époux, auprès de leurs frères, auprès de leurs enfants. Voilà. La femme est associée à la prudence, la femme est associée au recul, à l'instinct de survie. Donc je leur confie cette mission également. Merci beaucoup Fatou, merci à vous cher public. Et voilà, l'émission est terminée. Nous appelons donc au civisme, à l'engagement et à la responsabilité de tous afin d'atteindre nos objectifs. La vie est plus qu'un trésor. Sur ce, je vous dis au revoir et à demain. Bye bye.